Ok, donc nous allons commencer parce qu'il est déjà 30 ans. Pour tous ceux qui auront des questions lors de la présentation, veuillez poser vos questions à travers le chat. Vous cliquez sur le chat et puis vous mettez les questions là-dedans. À la fin de la présentation, je vais vous répondre. Je vais répondre aux questions. Ok, merci bien. Voilà, je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde me reçoit bien. Hein? Allô, tout le monde me reçoit bien? Vous pouvez le signifier dans le chat. Pas un OK, bon, et puis voilà. Vous mettez juste un OK dans le chat et puis bon, voilà. OK. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vous remercie tous d'avoir répondu à l'invitation. Je vais vous présenter ce soir un sujet qui est très intéressant, qui a pour thème ManRes, une solution pour la sécurité du routage Internet. Bon, moi, je me nomme Kevin Lasme, je suis ingénieur informaticien, option réseau télécom. Donc, nous allons partager une petite expérience tout à l'heure. Alors, le thème, c'est ManRes, une solution pour la sécurité du routage Internet. Alors, quand on nous parle de solution pour la sécurité, c'est qu'il y a un problème. Donc, nous allons définir le problème qu'on a sur Internet. Alors, on constate qu'il y a des incidents qui ont lieu sur Internet de façon générale, mais bon, ce n'est pas toujours perçu de tout le monde. On va dire déjà qu'en 2007, seulement on a constaté 13 en 2017, pardon, on a constaté 13 935 incidents de routage, entre parenthèses, hijacking, route leak. Et parmi ces incidents, sur ces incidents, il y a 10% des AS de l'Internet qui ont été affectés. 3106 AS ont été victimes d'au moins un incident. Et donc, voici un peu le pourcentage. On a 62% qui sont classés comme des pannes. 38% de ces incidents sont considérés comme des attaques. Alors, pourquoi il y a tous ces incidents sur Internet, sur le routage Internet? Pour comprendre ces différents incidents, nous allons essayer de voir comment est-ce que le routage se fait sur Internet. On compte plus de 64 000 systèmes autonomes, entre parenthèses AS, qui sont sur Internet. Et chaque AS a un numéro unique qu'on appelle ASN. Et c'est grâce à ce numéro unique qu'on peut identifier ces différents AS. Les routeurs utilisent le protocole BGP, qui est le Border Gateway Protocol, pour échanger des informations de routage avec leurs voisins. Et quand ces informations leur parviennent, ces routeurs construisent une table de routage et ensuite choisissent le meilleur chemin pour envoyer les différents paquets. Alors, dans ce fonctionnement, il y a des problèmes qui surviennent. Le protocole BGP en lui-même est essentiellement basé sur la confiance. Ce
qui veut dire qu'au départ, quand l'Internet naissait, c'était juste un regroupement de personnes qui se connaissaient, qui échangeaient. Et donc, il n'y avait pas de besoin de sécurité. Et du coup, on n'a pas mis en place des protocoles de sécurité. Donc, le BGP est basé essentiellement sur la confiance. Ce qui veut dire que n'importe qui peut se lever et annoncer une route. Par exemple, moi, je peux me lever et dire « Hey, je suis Google. Envoyez-moi toutes les requêtes Google. » Et tous les autres routeurs avec qui je communique vont croire que je suis Google. Donc, quand il y aura des requêtes Google dans leurs différents réseaux, ils vont l'acheminer. Donc, ça, c'est un problème. Il y a un manque de mécanismes standards pour valider les routes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de contrôle. En fait, les principaux incidents qu'on rencontre dans le routage de l'Internet sont, on a le détournement de préfixes aux routes. En anglais, c'est prefix route hijacking. Nous avons ensuite les fuites de route qu'on appelle route leak. Et enfin, l'usurpation d'adresse IP ou IP adresse spoofing. Nous allons parler de détournement. Nous allons parler du détournement de profil route. Ce détournement de profil route est aussi appelé BGP hijack ou usurpation de route. C'est un acte malveillant qui consiste à rediriger les données d'une entreprise volontairement vers une autre destination. Le but de cette attaque, c'est de prendre connaissance du contenu, c'est de rendre les services ou de rendre les services de l'entreprise indisponibles temporairement. Alors, ce qui se passe sur la figure qu'on a ici, les différents points qu'on a sont des AS. Nous avons des AS. Alors, ces différents AS communiquent entre eux. Donc, quand on prend par exemple l'AS, vous voyez la ligne verte, c'est le numéro d'un AS. C'est un AS qui veut communiquer avec Internet. Et pour ce faire, avant de communiquer avec Internet, il annonce ces différentes routes aux AS voisins. Et ces différentes routes lui permettent de montrer comment son réseau est régi. De sorte que quand il y a des requêtes qui lui sont adressées, ces requêtes lui parviennent directement. Et donc, vous voyez ici le AS en rouge, c'est un AS malveillant. Bon, le chemin n'est pas trop visible quand même. C'est un AS qui est malveillant. Ce qui se passe, c'est que si le AS malveillant annonce les préfixes du AS qui a initié la communication où se trouve la ligne verte là, pour aller vers l'AS derrière l'Internet, si ce AS-là, si l'AS de l'attaquant du hacker annonce les routes du AS en orange, alors au lieu que les requêtes qui viennent de l'Internet et qui sont adressées à l'AS originel, ces requêtes-là seront détournées vers l'AS du pirate. Et donc, l'entreprise qui détient logiquement les préfixes, ces routes-là ne pourra plus recevoir de requêtes. Et du coup, ces services seront indisponibles sur Internet. C'est cela le détournement de préfixes ou de routes. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les fuites de route.
Au niveau des fuites de route, ce qui se passe ici, c'est que chaque AS, grâce au BGP, annonce ses routes aux différents routeurs qui lui sont proches. Et de cette façon, le routeur voisin prochain, à son tour aussi, annonce ses routes à son voisin. Donc, le problème ici, c'est qu'au niveau des fuites de route, c'est que ce n'est pas toutes les routes que chacun des AS doit annoncer. Par exemple, quand on voit sur ce chemin ici, on voit le AS4 qui annonce ses routes au AS5. Le AS4 également annonce ses routes au AS2. Le AS5 annonce ses routes au AS3. Le AS2 annonce ses routes au AS1. Le AS3 annonce à son tour ses routes au AS1 et au AS2. Le problème ici, c'est que le AS4, pour aller sur Internet, il suit cette logique-là, AS2 puis AS1. Mais le problème qui se passe ici, c'est que si un AS, étant donné que le AS4 a deux façons d'aller sur AS1, si un AS, par exemple le AS2, annonce les routes de AS4, bon, en fait, ce qui se passe ici, c'est que le AS3 n'a pas le droit d'annoncer les routes de AS4. Et donc, il a annoncé, bon, ça commence par le AS5. Le AS5, elle a reçu les profils de AS5. Au lieu d'annoncer lui-même ses routes, il a annoncé en plus de ses routes, les routes de AS4 également. Et donc, il y a un problème. Au lieu que le trafic parte normalement de AS1 pour arriver à AS4, désormais, le trafic va passer par AS3, AS5 pour aller à AS4, ce qui n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle une fuite de route. C'est-à-dire, voilà, comme il n'y a pas eu de mécanisme de contrôle, le AS3, AS5 qui ne devait pas annoncer les routes de AS4, les a annoncées. Et du coup, il détourne le trafic. La façon naturelle dont le trafic devait se faire ne se fera plus. Et ça va passer par un autre chemin. C'est ce qu'on appelle la fuite de route. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle IP spoofing. En vrai, de l'IP spoofing, c'est une méthode de hacking où les paquets de TCP/IP ou UDP sont envoyés avec les adresses expéditeurs usurpées. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'un attaquant, un hacker, qu'est-ce qu'il fait? Il forge des paquets IP ou des paquets UDP. En forgeant les paquets UDP, logiquement, quand tu crées des paquets, c'est ton adresse qui est l'adresse source. Mais ce qui se passe ici, c'est que le hacker, en forgeant ces paquets, il met l'adresse comme adresse source, l'adresse d'une autre machine qui est ici la victime. Donc, vous voyez ici, il a mis dans sa destination, l'adresse IP source et l'adresse IP de la victime. Donc, du coup, quand les requêtes, parce que quand on envoie des requêtes sur Internet, il y a un retour. Ceux à qui on envoie des requêtes seront chargés de répondre. Et cette technique a fait que les réponses ne viendront plus au hacker, mais vont aller directement à l'adresse du destinataire. Ici, en l'occurrence, le 2.2.2, comme l'a fait le hacker. Au lieu de mettre son adresse
il a mis l'adresse de la victime. Donc, du coup, la victime qui n'a émis aucune requête sera en train de recevoir des paquets. Et ça, généralement, c'est ce que les hackers utilisent pour mener les attaques DOS ou DDoS. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va envoyer assez de requêtes avec pour adresse source l'adresse du hacker et donc de la victime. Et donc, quand les personnes à qui il envoie les requêtes vont répondre, les réponses vont venir directement à la victime et la victime sera submergée. Du coup, son serveur peut craquer et il y aura déni de service. C'est le but de cette attaque. Alors, comment lutter efficacement contre ces failles? Alors, ici, on va dire que l'union fait la force. Ça veut dire que quoi? Ici, c'est le routage, au niveau du routage Internet, le routage mondial, c'est un routage qui a lieu au niveau des opérateurs de réseau, les FAI, les points d'échange ou certaines entreprises qui possèdent des AS. Et donc, pour lutter efficacement contre ces failles, ces différents opérateurs doivent travailler de concert. Ils doivent se retrouver autour de certaines règles et puis voir comment est-ce qu'on peut contrer ces différentes failles. Parce que c'est pas un seul opérateur ne peut pas décider de prendre à lui seul les mesures de sécurité. Ça sera insuffisant parce que si les voisins avec qui il correspond ont des failles, forcément, ça va se ressentir dans son réseau. Donc, c'est un travail collaboratif. Donc, la solution, c'est ce que met en place le MANRES. Le MANRES, c'est le Mutually Agreed Norms for Routing. C'est un ensemble de pratiques visibles de référence pour améliorer le système de routage mondial. Le MANRES définit 4 actions simples que chaque opérateur peut mettre en œuvre pour améliorer la sécurité sur Internet. On a le filtrage, on a l'anti-spoofing, on a la coordination et la validation globale. Au niveau du filtrage, le filtrage empêche la diffusion d'informations incorrectes. Il assure que ses propres annonces ainsi que les annonces des autres AS sont correctes. Donc, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que quoi? Avant que chaque AS puisse converser avec les autres AS, il y a ce qu'on appelle les échanges d'informations de routage. Et lors de ces informations de routage, quand on met en place des filtres, soi-même, en tant qu'AS, on évite d'envoyer des informations, de fausses informations aux AS voisins. Et en retour, les AS voisins aussi, on les empêche de nous donner des informations qui sont fausses. Ça, c'est le rôle du filtrage. Donc, on va mettre ici en place des filtrages. On a ensuite l'anti-spoofing. L'anti-spoofing qui bloque le trafic provenant d'adresses IP usurpées. Ça permet la validation de l'origine de l'IP. Ensuite, on a la coordination. La coordination facilite la communication et la coordination entre les opérateurs de réseau. Elle permet de maintenir les informations de contact à jour. Ce qui va se passer ici, c'est qu'il y a des bases de données qui existent. Et donc, dans ces différentes bases de données, chaque AS est appelé à remplir certaines informations dans ces différentes bases de données. De sorte que on sait comment contacter ce AS s'il y a un souci. On sait également, on saura si les annonces que le AS est en train de faire sont des informations correctes.
c'est essentiellement le rôle de cette coordination. Ensuite, on a la validation globale. La validation globale, elle consiste à la validation d'informations de routage à l'échelle mondiale. Ici, on nous demande de publier les données pour qu'elles soient validées. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque AS est appelé à remplir, à renseigner certaines bases de données sur Internet au niveau des IER, des registres Internet régionaux. Dans chaque région du monde, il y a ce qu'on appelle les IER. Ils sont chargés, ils contiennent des bases de données où les différents AS sont enregistrés. Donc, chaque AS fait ses enregistrements dans ces différentes bases de données, de sorte que quelqu'un qui veut échanger avec vous peut aller dans ces bases de données, vérifier si les informations que vous lui envoyez sont correctes. C'est essentiellement le rôle de cette validation. Alors, on va parler de la coordination. La coordination consiste à renseigner les bases de données, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les bases de données en question ici, c'est les IRR et le PeeringDB. Le IRR, c'est l'Internet, c'est Internet Routing Registry. Alors, au niveau de ces bases de données, on a des objets qu'il faut renseigner. Le plus important ici, c'est ce que j'ai noté. On a le hotnum, qui est le numéro du AS. Donc, chaque AS, comme je l'ai dit au début, chaque AS a un numéro unique d'identification. Et donc, dans cette IRR, il faut renseigner ce numéro unique. Alors, au niveau de ce hotnum permet de publier la politique de routage. C'est-à-dire, quand tu arrives au niveau de tu dois renseigner cet objet, ça te permet de renseigner tous les AS avec qui tu échanges. Par exemple, si on prend l'exemple d'un FAI, le FAI a en son sein des entreprises qui lui sont reliées et dont il est chargé d'annoncer les routes sur Internet. C'est ce FAI, celui qui est chargé d'annoncer les routes de tous ses clients. Donc, au niveau de ce hotname, il va renseigner toutes ces informations de routage. Il va renseigner tous les préfixes, toutes les routes qu'il est chargé d'annoncer. Ensuite, on a l'objet route ou route 6. Ils sont ici les préfixes IPv4 et IPv6. Donc, route pour les préfixes IPv4 et route 6 pour les préfixes IPv6. Cet objet permet de spécifier les préfixes qu'un ASN peut annoncer. Donc ici, on spécifie toutes les routes que l'AS peut annoncer. Ensuite, on a l'objet AS7. Cet objet permet de définir tous les réseaux des clients. Ce AS qui sont en relation avec ce FAI. On va les retrouver tous ici. Toutes les routes. Comment faire pour les jeunes? On va les retrouver. C'est à ce niveau qu'on les renseigne, au niveau du AS7. Ensuite, on a ce qu'on appelle les bases de données qu'on appelle les PeeringDB. Au niveau du PeeringDB, c'est un référentiel pour partager les informations de peering. Et ces informations sont le réseau, la localité, les ressources et les points de peering. Ce qui se passe ici, c'est qu'au niveau du peering, à chaque fois qu'une institution sérieuse veut entrer en communication, en contact avec vous, il va d'abord vérifier si vous avez renseigné, vous êtes dans la base de données PeeringDB. Donc, il va voir vos informations dans la base de données PeeringDB. C'est seulement si il voit que vous êtes présent dans la base de données PeeringDB qui peut échanger
il peut échanger avec vous parce que c'est une marque de confiance. Le fait de renseigner sur une base de données. Donc, c'est une base de données qui c'est utilisé à chaque fois qu'il y a échange entre les différents AS. Bon, ensuite, on peut aussi dire aussi que le site internet aussi de l'entreprise est important. On peut sur ce site internet mettre les informations importantes de contact, qui contacter en cas de problème. De sorte que si au niveau du routage de l'internet, vos préfixes sont utilisés par des hackers ou bien des personnes malveillantes, on soit capable de vous informer en temps réel, qu'on vous contacte pour vous dire que, attention, il y a un problème sur vos préfixes, et de sorte que vous puissiez réagir pour résoudre le problème. Donc, ensuite, nous allons passer à la validation globale. Alors, la validation globale se passe au niveau de ce qu'on appelle le RPKI. Le RPKI, qui est les Ressources Public Key Infrastructure. C'est une infrastructure de distribution de certificats numériques prouvant qu'on est propriétaire d'un préfixe. Ce certificat est distribué par l'AFRINIC. Donc, ce qui se passe ici, c'est que tout à l'heure, j'ai dit qu'on renseignait pour entrer en peering avec un autre AS. Les AS vont dans les IRR voir si vous avez des informations, si vous avez renseigné vos routes là-bas. Et ils comparent les routes que vous les annoncez aux routes qui sont dans les IRR, de sorte que s'il y a correspondance, vous puissiez correspondre facilement, vous puissiez échanger facilement. Et de sorte aussi à éviter que l'AS qui veut correspondre avec vous communique des informations, des fausses routes, des routes qui ne lui appartiennent pas. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du IRR, il n'y a pas trop de protection également. On peut aller là-bas et puis, il suffit seulement de connaître le mot de passe, on peut changer les données que vous entrez dans ce IRR. Donc, ce qui fait que ici, on a... Germaine, tu as lavé la douche. Ici, on a apporté... Tu as fini de laver la douche. Essayez de fermer vos micros, s'il vous plaît, quand vous n'avez pas de... Quand ce n'est pas pour prendre la parole. Donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'on apporte une couche de sécurité supplémentaire. Donc, désormais, il ne s'agira pas seulement comment on appelle ça, de renseigner la base de données IRR, mais il faut en plus émettre un objet signé, qui est ici le ROA. Le ROA qui est Route Origin Authorization. C'est-à-dire que quoi, dans l'annonce des routes, on inclut désormais un certificat. De sorte que l'AS avec qui on veut correspondre peut aller dans le RPKI où se trouvent tous les ROA qui sont renseignés. Il peut aller là-bas vérifier si réellement ce certificat que vous avez émis vous appartient. Et c'est seulement si cela est fait que l'échange a lieu. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici. Donc, vous voyez ici cet écran. Au niveau régionaux, je vous ai dit qu'on a les IRR qui sont ici. AFRINIC pour l'Afrique, APNIC pour l'Asie-Pacifique. On a ensuite ARIN, on a l'ACNIC, on a le REP, CC pour l'Europe. Donc, toutes ces bases de données sont reliées entre elles. Et ces bases de données sont reliées à ce qu'on appelle un validator.
Donc, quand un AS veut échanger avec vous, il vous annonce ses routes. Il vous annonce ses routes au travers du ROA. Donc, il vous envoie son ROA, son objet signé, qui contient les préfixes qu'il est chargé d'annoncer. Donc, en retour, le routeur en question va dans le validateur vérifier si le ROA qu'il a reçu du AS en question est valide. Alors, quand il va dans le validateur, c'est seulement s'il trouve ce ROA dans ce validateur qui peut entrer en communication avec vous. Là, cela montre que les routes que vous lui avez envoyées sont bel et bien les routes auxquelles vous êtes habilité à annoncer. Et cela se fait via le protocole RTA. Donc, le routeur de bordure en communication avec le validateur pour vérifier le ROA en question. Quand c'est fait, maintenant, il est sûr que vous êtes réellement, c'est vous qui êtes réellement chargé d'annoncer ces routes, donc il peut correspondre avec vous. C'est le mécanisme du RPKI. Ensuite, on a le filtrage. Au niveau du filtrage, ce qui va se passer, c'est qu'avant d'établir des sessions BGP avec un autre AS, on va aller récupérer des informations de routage, les préfixes, le numéro de AS dans les IER que j'ai énoncé tout à l'heure, dans les différents IER. Pour l'Afrique, c'est afrinique. Donc, pour un AS qui est en Afrique, il va aller dans le IER, il va aller dans le IER d'Afrique qui est afrinique pour récupérer les informations de routage de ce AS-là. Donc, il va les récupérer d'abord. Et quand il les récupère, il met en place des ACL au niveau de son routeur. Donc, il connaît déjà toutes les routes auxquelles l'AS en question est chargé d'annoncer. Donc, quand il vient à son niveau, il met en place des ACL. Et quand il met en place ces ACL, maintenant, il peut accepter, il peut entrer en communication avec l'AS en question. Donc, quand l'AS va lui envoyer ses préfixes, va lui faire ses annonces, le routeur va automatiquement faire des filtres. Il va rejeter toutes les routes que l'AS en question n'est pas habilité à annoncer. Bon, ça peut être des routes que l'AS par mégarde annonce. Donc, il va les rejeter. Il va autoriser seulement que les routes qu'il a retrouvées dans le IER. Et quand cela est fait, maintenant, il peut entrer en communication avec ce AS. Ça, c'est en entrée. Donc, le filtrage a lieu en entrée et en sortie. En sortie, c'est au niveau du AS en question, le AS lui-même. Alors, lui aussi, il est chargé, avant de communiquer avec l'autre AS, il envoie ces informations de routage à l'autre AS. Alors, pour s'assurer que les informations qu'il envoie au AS, il met en place des AS, des ACL, de sorte que par mégarde, il ne puisse pas envoyer aussi des préfixes erronés ou des préfixes dont il n'est pas à charge à l'autre AS, de sorte qu'il n'y ait pas de problème dans la suite. Donc, il annonce des blocs d'adresses privés. Cela évite d'annoncer des blocs d'adresses privés ou des préfixes appartenant à d'autres AS. Parce qu'on sait tous que les adresses privées ne sont pas autorisées à aller sur Internet.
nous allons ensuite voir l'anti-spoofing. Alors, l'anti-spoofing, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en haut, mais c'est une mesure pour contrer le spoofing, l'usurpation d'adresse IP. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que l'AS 64500 met en place des ACL, de sorte que si un hacker mal intentionné fait ce qu'on appelle l'IP spoofing, cela ne puisse pas passer. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le hacker, en forgeant le paquet IP, au niveau de la source, il met l'adresse de quelqu'un d'autre. De sorte que les réponses de ces requêtes vont directement sur l'adresse IP spécifiée, en l'occurrence l'adresse de la victime. Donc, en mettant en place l'ACL, ce hacker ici, il ne peut pas forger des paquets IP avec des adresses sources autres que lui-même ses adresses. Donc, s'il met des adresses qui ne lui appartiennent pas, l'ACL va rejeter. Donc, en conclusion, on va dire que les meilleures pratiques, comme celles énoncées par ManRes, donnent aux opérateurs de réseau une bonne direction pour résoudre les problèmes de routage que nous rencontrons et rendre l'Internet beaucoup plus sûr. Alors, ici, on fait un appel aux différents opérateurs de réseau pour qu'ils adhèrent à l'initiative ManRes. Dans nos différentes recherches, nous avons vu que aucune entreprise en Côte d'Ivoire n'a adhéré à l'initiative ManRes. Aucun FAI également. Tous les FAI n'ont pas adhéré aux initiatives ManRes, ce qui n'est pas du tout bon. Parce que c'est grâce à ces initiatives qu'on peut rendre l'Internet beaucoup plus robuste, beaucoup plus sécurisé. Et donc, nous allons aller vers ces opérateurs pour les inciter à adhérer à cette initiative, de sorte que l'Internet soit beaucoup plus sécurisé. Je vous remercie. Bon, là, c'est la fin de mon intervention. S'il y a des Bravo. chats, je vais arrêter le partage d'écran pour voir s'il y a des questions dans le chat. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, Mansmolo. Au niveau de... De partager l'écran? De mettre le document? Oui, on va mettre le document. La carte, quand tu as montré l'image à l'Afrique, le quoi là. Et puis chacun doit... Ici. Celui-là? Voilà, cette image-là. Ouais. Ici, c'est le... Oui, la question, c'était quoi? La question, c'est que tu as dit qu'en conclusion, la solution ManRes, c'est ça, non? Oui, oui. Est une solution aussi contre
comment on appelle, les piratages, non, on va dire. Oui, Au c'est niveau la de, sécurité en fait. voilà. Mais ça a vraiment fondamentalement pas de différent avec les autres solutions qui sont mises en place. Ici, généralement, les solutions qu'on voit ici, c'est pas. Ici, on parle de l'Internet à l'échelle mondiale. Hein. Oui. Quoi? Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est juste. C'est un particulier qui se connecte à Internet et qui met en place des mesures de sécurité juste à son niveau. Antivirus, firewall, voilà. Mais quand tout cela est fait là, ce particulier, quand il émet ses requêtes, le FAI va les récupérer et les envoyer sur Internet. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. C'est à ce niveau maintenant qu'il y a problème. C'est au niveau de ces FAI. Parce que au niveau de ces FAI, la solution ici pour sécuriser l'Internet, c'est cette initiative de Manes là. Parce que ici, ce n'est pas une question ce n'est plus une question qu'on appelle ça, d'antivirus, mais c'est une question de route. Parce que chaque FAI correspond avec d'autres AS. Est-ce que tu comprends? Ce qu'on appelle AS ici, c'est ce qu'on appelle un système autonome. Voilà, un système autonome. Donc, généralement, ce sont les FAI. Donc, le routage au niveau de l'Internet se fait entre ces FAI. Parce que derrière ces FAI, on a les clients qui sont là, qui envoient leurs requêtes aux FAI. Mais avant, les FAI échangent des informations de routage avec les autres FAI, de sorte que quand eux reçoivent les informations de routage, les requêtes, ils puissent les balancer sur le net. Mais quand au niveau de ces FAI, les mesures dont je viens de dénoncer ici ne sont pas bien prises, il y a ce qu'on appelle problème. Parce que j'ai cité tout à l'heure en haut que le simple fait d'annoncer des routes qui ne t'appartiennent pas, par exemple, ça, je peux me lever aujourd'hui et puis je dis que moi, je suis Google. Donc, j'annonce les routes de Google. Ce qu'on appelle route ici, c'est les préfixes. C'est les blocs d'adresse, en fait. Est-ce que tu comprends? C'est les blocs d'adresse. Par exemple, on va dire, je ne sais pas, trop bien. On va dire, bon, je vais prendre, je vais ouvrir, une page Word et puis t'expliquer un peu ce qu'on appelle les routes. Bon. Parce qu'après, je voulais qu'on revienne sur les schémas que tu viens d'enlever là. Ok, on va revenir là-dessus. Donc, les routes, hein, je vais te présenter les routes. Ce qu'on appelle profil, c'est par exemple un 10, 90, 50, 65, 0, et puis slash quelque chose. Bon, ça peut être ici, bon, comme c'est, on peut dire par exemple slash 30. Ça, c'est une route. Donc, un AS, les FAI, ils annoncent ces gens les blocs d'adresse là. Ça y est quoi? Quand on dit bloc d'adresse, derrière ces blocs d'adresse, il y a des sous-réseaux qu'on crée, il y a les différentes adresses IP qu'ils attribuent à leurs clients. Tu vois? Donc, oui. quand eux, ils annoncent cette adresse IP là à leurs différents aux différents AS avec qui ils sont en communication, si par erreur il annonce une route qui ne lui appartient pas, par exemple il annonce la route de Google
Désormais, comme j'ai dit dans la présentation, désormais, ce qui va se passer, c'est que, voilà, ce qui va se passer, c'est que, au lieu que toutes les personnes qui demandent d'aller sur Google, aillent sur Google, ces personnes vont venir chez moi parce que c'est moi qui ai annoncé les routes de Google. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, ça, c'est un véritable problème. Donc, les gens vont chercher Google, ils ne vont pas voir Google. Ils vont venir chez moi et ça crée beaucoup de désordre au niveau de Google. C'est-à-dire que les services de Google ne seront plus accessibles, tout simplement. Et si les adresses que j'ai annoncées sont des adresses d'une entreprise qui envoie du contenu vraiment confidentiel, tu vois que moi, j'aurai accès à ce contenu, à ces contenus-là. Alors que logiquement, je ne suis pas censé les avoir. Mais tout simplement parce que j'ai annoncé les routes des autres. Donc, avec la solution, oui, la solution Manners, là. Oui, lui, avec la solution Manners, on va éviter tout cela. Parce que chaque AS va mettre en place les mesures de sécurité, le filtrage, l'anti-spoofing, la validation globale, la coordination. Et du coup, si un AS, même par erreur, annonce une route qui ne lui appartient pas, ça ne va pas passer parce qu'on aura mis en place des filtrages au niveau de chaque AS. Sinon, ça ne passera plus. OK. Maintenant, par rapport au chemin, là, oui. on a souvent entendu dire que les attaques là sont en majorité, ça vient en majorité de l'Asie. Qu'est-ce que c'est l'Asie? Les gens de l'Est, là, Europe de l'Est, des choses comme ça. Oui, Asie, Europe de l'Est. C'est de là-bas, la plupart du temps, les attaques là viennent. Donc, dans la communication avec tout ce que tu as mis là, l'ACNIC, RIP, quoi. Oui. Donc, ça veut dire que déjà, eux, à leur niveau là-bas, tout est contenu là-bas, quoi. L'attaque ne peut pas venir franchir avec la solution Manners là, hein. Franchir, je ne sais pas quoi, le validateur ou je ne sais pas quoi. Bon, avec ce chemin, en fait, ce qui se passe, c'est que quoi. J'ai dit tout à l'heure que je t'ai montré l'exemple d'un préfixe. Tu as vu le préfixe que je t'ai montré là, non? Le bloc d'adresse là. Oui. Voilà, 10 points, ou bien ça peut être une adresse IPv6 qu'on annonce. Alors, donc les routes là sont constituées, les différentes préfixes qui m'appartiennent, plus le numéro de mon AS. C'est ça qui constitue les routes. Et ces routes là sont enregistrées dans les différents IRR qui sont là. Là sont les IRR. L'IRR de l'Afrique, c'est Afrinic. L'IRR de l'Asie-Pacifique, c'est APNIC, ainsi de suite. L'IRR de l'Amérique latine, voilà. Et puis celui de l'Europe, c'est le RIPE NCC. Donc, chacun a en son sein des registres, en fait. Et tous les AS qui sont dans leurs différents domaines de compétences vont s'enregistrer chez eux. Mais ces différentes bases de données sont en relation. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, ce qui se passe sur ce chemin, c'est au niveau de la validation de la validation globale. Lorsque un AS veut correspondre avec un autre AS, il va lui envoyer ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, la route, mais la route signée, le ROA. C'est un certificat qui contient la route, les différentes routes qu'il est capable, il est chargé d'annoncer. Il va lui envoyer ça. Et quand il envoie ça au AS, le AS va recevoir ça et il va venir directement dans ce validateur-là. Parce que tous les ROA, comme on les a enregistrés dans les différents registres régionaux, seront stockés au niveau du validateur. Donc, le routeur du AS qui veut communiquer avec l'autre AS, quand il reçoit l'objet signé, la route signée, il vient vérifier si ce certificat-là
existe dans le validateur. C'est quand il voit que ça existe qu'il peut maintenant commencer à communiquer avec ce AS, accepter les routes qu'il a envoyées. Ça veut dire que ces routes-là sont fiables, c'est propre, il n'y aura pas de problème là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Ce ne sont pas des routes qui sont détournées, ce sont des routes qui appartiennent au AS en question. Et donc, il peut entrer en communication avec ce AS. D'accord. D'accord. Mais tu vois que précédemment, tu avais dit que les hackers, là, les pirates, là, ils entraient une adresse source fausse d'un AS qui n'est pas, et puis une adresse de destination aussi fausse. Oui. Elle est fausse, mais c'est des adresses qui sont vraies. Oui, en fait, ce qui se passe au niveau de l'IP spoofing. Le hacker, ce qui se passe, c'est que quoi? Ce qui se passe, c'est qu'il veut faire du mal à une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Il prend l'adresse IP de l'entreprise. Est-ce qu'il est ici là? Il prend l'adresse IP de l'entreprise. Ici, l'adresse IP de l'entreprise, c'est 2.2.2.2. Ça va? Donc, quand lui, il forge ses paquets IP, au lieu de mettre comme source, en principe, quand tu forges des paquets IP, la source là, c'est toi. C'est ton IP. Qu'on met. Mais il met l'adresse IP de la victime. Au lieu que ce soit lui-même son adresse IP. Son adresse IP, c'est 1.1.1.1. Tu vois? Mais lui, en forgeant la source, en forgeant l'adresse IP, comment on appelle ça, le paquet, il va mettre comme source l'adresse IP de la victime. Et ce qui va se passer, c'est que quand ils vont envoyer les requêtes sur Internet, les requêtes vont aller sur des personnes. Et si les requêtes vont sur les paquets vont chez les personnes, en retour, ces personnes vont répondre. Et comme ces personnes ils répondent à celui qui les a envoyés, et donc ici la source, et ils vont envoyer à la source qui est contenue dans le paquet. Eh bien, qui est vrai, je vais dire. La source, qui est vrai, qui est vrai, mais qui n'appartient pas au hacker. Au hacker, oui. Donc, comme c'est vrai, ces paquets-là vont déferler chez la victime, alors que la victime n'a émis aucun paquet, aucune requête. Mais ces serveurs vont commencer à recevoir des paquets de partout. Et c'est ce qui fait que les serveurs plantent, on assiste au DOS ou bien au DDoS. Voilà. Donc, maintenant, la solution Manners, là, il vient couper la route au hacker, non? Oui. Parce que avec la solution Manners, on va faire du filtrage. Ce qui veut dire qu'on va mettre en place des ACL au niveau de chaque routeur de bordure. Chaque routeur de bordure. De sorte que quelqu'un qui ne possède pas une adresse IP, il ne peut plus forger de paquet IP avec une adresse IP qui ne lui appartient pas. Comme étant l'adresse source. Il ne lui appartient pas. Oui, comme étant l'adresse IP source. C'est quelque solution Manners là dedans. Tu ne comprends pas encore? Je comprends, mais je suis en train de m'interroger, quoi. Parce que le hacker, effectivement, le hacker utilise des adresses qui ne lui appartiennent pas. Il envoie des adresses qui ne sont pas ses adresses à lui, mais il réussit à capter les données, il réussit à entrer, il réussit à posséder ce qu'il veut. Oui. Tu vois. Maintenant, votre solution Manners, tu dis que ça va vérifier, comment on appelle, les routes, ça va vérifier les adresses parce que des bases de données existent de part et d'autre. Donc, la solution là va faire le filtrage de façon stricte. Oui. Mais les adresses que les hackers font passer là, ce n'est pas de fausses adresses, c'est des adresses qui sont vraies. Oui, mais il y a deux façons que les hackers utilisent dans ce que je viens de présenter. Il y a deux façons de faire. Il y a plusieurs façons d'obtenir les adresses. Il y a plusieurs façons d'obtenir. Même quand tu prends par exemple Abidjan.net, tu fais un ping. Parce que Internet ne connaît pas Abidjan.net. Ce qu'ils connaissent, c'est l'adresse IP. Oui. Donc, si tu fais un ping, il te donne l'adresse qui se cache derrière Abidjan.net.
Donc, un hacker peut récupérer cette adresse. Hein? Oui. Tu comprends un peu? Et faire de sorte que quand il va envoyer son en-tête IP, là, le paquet IP, il va mettre les informations d'Abidjan.net comme source. C'est ce qu'il est en train de te dire, là, en train de te dire. Il va se faire passer pour Abidjan.net, alors que ce n'est pas Abidjan.net. Et donc, la solution Manes, là, lui, fait quoi? Lui va savoir que ce n'est pas le hacker qui envoie la requête. C'est pas Abidjan.net qui envoie la requête. Il va savoir, il va faire des contrôles sur... En fait, moi, ce que j'ai retenu de sa présentation, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une chaîne de confiance entre les différents AS pour se protéger, en fait. Et la chaîne de confiance va permettre d'authentifier ceux qui s'y trouvent et de protéger les ressources IP. De sorte que si quelqu'un décide de lancer une requête en utilisant une fausse adresse, qu'il soit automatiquement rejeté, quoi. C'est un peu les mêmes problématiques que le PKI, là. Hein? Les chiffrements asymétriques et autres, là. Ce sont des chaînes de confiance. Tant qu'il n'y a pas de chaîne de confiance entre les entités, ça ne marche pas. Donc, il faudrait qu'il y ait des chaînes de confiance entre les lire, entre les RI. Je ne sais pas s'il a expliqué. Il a parlé de lire, les RI tout à l'heure. Dans les lire, ce sont les local internet resources. Donc, ce sont les opérateurs qui sont dans un pays. Ceux qui gèrent Internet dans un pays ou ceux qui gèrent les ressources Internet dans un pays. Par exemple, Orange, MTN, Move en Côte d'Ivoire. On les appelle les LIR. Maintenant, de façon régionale, par exemple, pour l'Afrique, il y a ce qu'on appelle les RIR. R-I-R. Regional Internet Resources. En Afrique, c'est Afrinic qui gère tout ce qui est ressources Internet. Tu comprends un peu? Donc, lorsque peut-être un RIR va voir passer une adresse, lui, il sait que puisque c'est le RIR qui distribue les adresses IP, le RIR peut savoir si cette adresse-là vient vraiment de chez Orange, parce qu'il sait comment Orange route ses informations. Okay. Tu comprends un peu? Donc, il peut savoir que cette adresse-là ne vient pas d'Orange. Bien que ça soit une adresse d'Orange, c'est un peu comme le black market, quoi. Ça vient pas, c'est pas Orange qui est en train de router cette information. Cette information est routée par quelqu'un d'autre. Okay. Mais moi, ce que je retiens de sa présentation, c'est la chaîne de confiance. Non, c'est bon, j'ai compris. Parce que, monsieur, vous avez compris un peu mon inquiétude, non? Le problème. Oui, tu demandais. Mais ça, ce sont les techniques. Ce sont les vieilles techniques. Hein. Ça, ce sont les vieilles techniques qui existent sur Internet depuis pour créer ce qu'on appelle les DDoS, là. Pour faire tomber des serveurs. Donc, on se fait passer pour des millions d'adresses. Ça veut dire que plusieurs machines pour une seule cible. Par exemple, je vais faire tomber le serveur de Abidjan.net. Je récupère, j'envoie des pings en récupérant plusieurs sources. Tu comprends un peu? En récupérant plusieurs sources. Et Abidjan.net, en voulant répondre à ces sources-là, va planter. Il ne peut pas répondre simultanément à 200 machines, à 100 machines. Donc, il va planter. Et le hacker aura atteint son objectif. Donc, la solution Manet, c'est bien pour contrecarrer tout ça. D'accord. Tout à fait. Ok. C'est bon pour moi. Y a-t-il d'autres questions? Abia. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Oui, Lasme. Oui, j'attends les questions. Je suis là. J'ai posé la question sur le truc. Je voulais demander, je voulais savoir par rapport au ACL, parce qu'on voit qu'il y a, quand on configure les routeurs, on configure les ACL. Oui. Maintenant, quelle est la différence entre le ACL qu'on configure au niveau de nos différents routeurs pour avoir accès à Internet et le ACL que votre solution Manes utilise pour faire le filtrage? Est-ce pas le même filtrage? Maintenant, qu'est-ce qui fait que non, il y a des défaillances à ce niveau et qu'il faut mettre une autre solution qui va venir faire notre filtrage? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est ce qui est dit tout à l'heure là. Bon, au niveau interne, il y a
on met en place des ACL pour filtrer tout ce qui arrive et tout ce qui sort de notre réseau. Ça, c'est au niveau interne, au niveau des entreprises. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'au niveau des routeurs de bordure également, qui sont les BGP, il faut mettre en place des ACL. C'est là-bas même qui est important parce que quand il y a un problème au niveau de ces AS, c'est un problème qui est généralisé. S'il y a un problème au niveau d'Orange, c'est tous les clients d'Orange qui sont foutus. S'il y a un problème au niveau d'MTN, c'est tous les clients d'MTN qui sont foutus. Et donc, ces différents FAI doivent mettre en place des ACL au niveau de leur routeur de bordure. Parce que ce qui se passe, c'est que Orange, il transmet ces informations de routage avec les autres ASL quand il veut entrer en session BGP avec eux. Quand il veut communiquer avec les autres AS. Et il reçoit les informations de routage de ces AS. Il arrive que lors de ces échanges-là, il y a des erreurs. Comme je l'ai signifié tout à l'heure, si par erreur, l'AS qui veut correspondre avec vous te communique des informations, des fausses informations, des routes qui ne lui appartiennent pas, ça veut dire que désormais, si des personnes dans ton réseau veulent aller, par exemple, sur Google, et que le AS en question t'a annoncé les routes de Google, toutes les requêtes Google vont aller chez lui, alors qu'il n'est pas Google. Et donc, tous les clients n'auront pas accès à Google. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Tous les clients n'auront pas accès à Google. Voilà pourquoi il faut mettre en place des ACL. Et pour mettre en place des ACL, ce qui se fait, c'est que avant d'entrer en session BGP avec les autres AS, moi, je suis Orange, je vais entrer en session BGP avec MTN, qu'est-ce que je fais? Je vais je suis Afrinic, dans le IER, qui est Afrinic, je vais récupérer les informations que MTN a stockées au niveau de Afrinic. Les routes, les profits, les routes, les blocs d'adresse qu'MTN est chargé et habilité à annoncer. Donc, je vais les récupérer, je viens sur mon routeur, je mets en place des ACL. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je rentre en communication avec MTN. MTN va m'annoncer ses routes. Et quand il m'annonce ses routes, il y a un routage, il y a un filtrage qui se fait automatiquement. S'il y a des fausses routes parmi les routes qu'il a envoyées, s'il y a des fausses routes, ces fausses routes seront rejetées automatiquement. Et donc, ça va empêcher qu'il y ait des problèmes. Donc, tu vois la différence entre l'ACL qu'on applique au niveau de ces routeurs de bordure et puis l'ACL en interne que les entreprises. On peut mettre sur nos différents routeurs internes et autres. Non, ce que je voulais savoir, merci pour la réponse, mais en fait, je voulais savoir, quand on prend côté topologie, oui. La solution Manes, où on positionne la solution Manes par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'on le met dans nos réseaux internes ou bien on le met à l'extérieur carrément? La solution Manes, en fait, c'est un regroupement de tous les opérateurs de l'Internet. C'est-à-dire quoi? Ce sont les opérateurs de l'Internet du réseau qui constatent qu'il y a vraiment un problème. Donc, ils se sont réunis pour qu'ensemble, ils puissent trouver des solutions. OK. Donc c'est eux qui ont implémenté cette solution alors? Voilà. Donc, ils sont au niveau tout ce qui est routage mondial. OK, merci beaucoup. C'est le véritable problème. Si tous les problèmes du routage mondial sont gérés, on verra qu'il y aura moins de problèmes. OK, merci. Allô, j'attends les questions. Hein? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais... Je ne vois pas Conan. Hein. Conan est parti, on dirait. Ouais, il est parti. Mais donc, Kevin, apparemment, cette solution-là est intéressante. Pourquoi donc elle n'est pas autant utilisée? Bon, on va dire qu'il y a peut-être ce qu'on appelle... les gens n'ont pas trop l'information.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut leur porter l'information, il faut faire de la sensibilisation. Mais qui doit utiliser réellement cette solution? Est-ce que c'est nous, les utilisateurs? C'est normal, est-ce que c'est par exemple Orange, MTN ou bien est-ce que c'est les entreprises qui doivent utiliser par rapport à qu'on appelle ça? Ok. Ceux qui sont chargés d'utiliser cette solution, c'est tous les opérateurs du réseau. C'est-à-dire les FAI, toutes les entreprises qui possèdent des AS. Ok. Mais en tant que nous, en tant que simple client, c'est important aussi de connaître que cette initiative existe parce que ça peut nous donner un regard sur le choix que nous faisons en termes d'opérateurs. Par exemple, si je sais qu'il y a un opérateur qui applique l'initiative Manus, tu vois qu'il y a plus de sécurité au niveau de cet opérateur. Et donc, je peux aller facilement aller chez lui et puis être à l'aise dans tout ce qui est routage Internet. Par rapport à celui qui n'implémente pas les solutions Manus. C'est-à-dire que celui qui n'applique pas, il est ouvert à tous les problèmes que je viens de citer. Et généralement, les problèmes de réseau qu'on a, ça vient de là. Je vais vous montrer en temps réel ce qui se passe dans le monde. Vous voyez cet écran? Abia, vous voyez? Non, je n'ai pas accès à ton écran. Je vois rien encore. Ok. Il faut partager. L'écran n'est pas partagé, on dirait. Ah, ok. L'écran n'est pas partagé. Je vais partager, pardon. Voilà. Vous voyez maintenant l'écran? Oui, oui. Voilà. Ça, c'est en temps réel. Tous les incidents qui ont lieu dans le monde, tous les points rouges que vous voyez là, sont les incidents qui ont lieu dans le monde. Mais ce sont des incidents au niveau du routage de l'Internet. C'est-à-dire ce sont Bon. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire, hein? J'ai à côté de la Côte d'Ivoire, je crois au Ghana. Pas aujourd'hui, mais tu défiles, tu vas voir qu'il y a beaucoup. Il y a, à l'heure où je suis en train de parler, à 17h, non, 9h, depuis 9h, aujourd'hui c'est le 4, hein? Oui, 4. Voilà, il y a eu un incident. Aujourd'hui, c'est le 5. Donc, Oui, depuis hier, le 4, oui. Ah, ok. Donc, hier, il y a eu un incident. Dans quel pays? On ne peut pas lire les pays. Hein. On va dire, hein, c'est... On ne mentionne pas les pays, on dirait. Qui nous donne ces informations-là? Bon, il y a en fait des outils qui ont été mis en place pour avoir en temps réel des informations sur tout ce qui se passe au niveau du routage. D'accord. Merci beaucoup. C'est une très belle présentation. Donc, on va dire qu'au niveau mondial, on a l'IANA et il y a ces démembrements qui sont les RIR. RIR, voilà, Afrique-NIC. Afrique-NIC, APNIC et autres. Et c'est comme ça qu'au niveau des RIR, ils se déploient aussi au niveau des LIR dans chaque pays pour partager les ressources. Et c'est ainsi de suite. Donc, quand il y a des problèmes avec le BGP Stream, on peut savoir tous les problèmes qui ont lieu actuellement. Donc, vous voyez qu'on a tout ça là sont des incidents. Tout ceci. Au moins un incident par jour. Au moins un incident par jour. Et ce sont des grosses pertes en termes d'argent et autres pour les différentes structures. Ok, merci. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas de questions? Non, ça va. Non, il n'y a pas de doc.
Il est donc encore là. Il est là. Donc dis-moi, cette présentation que tu viens de faire là, c'est en tant que qui là? En tant que qui? On a Tu reçu. appartiens à quel groupe? C'est une organisation internationale non gouvernementale qui est l'ISOC. NISOC. Ouais, l'ISOC, Internet Society. À laquelle tu appartiens quoi? Voilà, je suis membre de cette association et donc on a reçu une formation sur le MANRES et donc voilà, on est en train de faire une restitution. D'accord. Très bien. Il faut inciter les différents opérateurs à adhérer à l'initiative parce qu'il y va pour la sécurité de Maintenant, cette solution-là, est-ce que en Côte d'Ivoire ici, nos opérateurs tels que Orange, MTN et autres utilisent déjà parce que c'est eux les pourvoyeurs d'Internet ici. Est-ce que qu'on appelle ces opérateurs en Côte d'Ivoire ici utilisent déjà cette solution MANES? Malheureusement, non. Dans nos recherches, aucune de ces entreprises n'a adhéré à l'initiative MANES. Bon, il y a quelques-unes qui ont des informations au niveau de certaines bases de données comme le RI, mais ce n'est pas encore ça. Parce que pour adhérer à l'initiative MANES, il faut mettre en place les 4 actions que j'ai citées. Ce sont le filtrage, l'anti-spoofing, la coordination et la validation globale. C'est quand il y a un début de mise en place de ces actions qu'on peut adhérer au MANES. Mais actuellement, aucun FAI n'a adhéré à l'initiative MANES. Et ça va au-delà même, parce que nos gouvernements, nos États doivent inciter ces différents FAI à adhérer à cette initiative. Parce que, voilà. Et puis également les points d'échange. Mais le gouvernement, c'est toi. Parce qu'il faut qu'on leur donne l'information pour leur dire que désormais, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est par là maintenant qu'eux, ils vont le faire. Sinon, une structure qui sait que non, s'il va adhérer, ça va lui coûter beaucoup d'argent. Il préfère chercher ce qui va lui revenir moins cher. Maintenant, c'est à ça aussi que je voulais arriver pour savoir en voulant déployer, quel côté financier autre, ça peut impacter au niveau du truc. Est-ce que ça a le coût d'un déploiement de la solution MANES? L'adhésion est gratuite. L'adhésion est gratuite, Oui, mais l'acquisition du matériel. Non, le matériel, c'est ce qu'on utilise de façon normale. Tous les AS ont des routeurs de bordure qui implémentent des BGP. Non, si l'adhésion est gratuite, qu'est-ce qui fait que non, ils ne sont pas pour cette politique de MANES? C'est ce que je disais tout à l'heure là. Peut-être qu'il y a un manque d'informations ou bien il y a un manque de volonté. Mais du moment où c'est, qu'on appelle la solution Internet même est régie, est bien organisée, régie. Oui. Et la structure d'entête qui, je suppose, a implémenté le MANES, si c'est gratuit, c'est juste un courrier, une information pour raccorder tous les utilisateurs, tous ces grands opérateurs là, pour qu'ils puissent utiliser la solution. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est de façon volontaire. Il va arriver un moment où ça sera obligatoire parce que le RPKI dont j'ai parlé de ça tout à l'heure sera, quand ça sera vraiment effectif, là, aucun opérateur ne sera épargné. Ça veut dire quoi? Si tu ne mets pas des routes signées, des objets signés, tu ne pourras pas faire des annonces. Tu ne peux plus communiquer avec qui que ce soit. Donc, du coup, ça va s'imposer à tous les AS. Même pour l'instant, c'est de façon volontaire. Ça y est, quoi. On peut se lever aujourd'hui, dire que voilà, au vu de tout ce qu'on a eu comme information, je décide d'adhérer à MANES. Donc, on va commencer à
à implémenter les actions, remplir les différentes bases de données que j'ai citées tout à l'heure, les RIR, les IR, et puis les PRDB, les PRDB, et puis faire du filtrage au niveau de leur... Voilà, et puis c'est fini. Maintenant, Kevin, oui. Quand les FAI vont adhérer, en supposant que tous nos FAI ici en Côte d'Ivoire adhèrent à cette solution-là, oui. Le validateur, là, il se trouve chez qui? Le validateur, là, c'est un serveur qui est mis en place qui permet de valider toutes les routes. Donc, oui. Ici, en Afrique, ici, celui qui gère les ressources, c'est Afrinic. Afrinic, il est déjà représenté. Afrinic, il doit être bien quelque part, non? Il est quelque part et puis il a ses représentants dans les différents pays, non? Ou bien? Oui, mais bon, là, je ne maîtrise pas le système d'Afrinic. Parce que l'organisation de l'Internet ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, là, tout est régi et ça tourne autour de ATCI, non? C'est ça. Non, ici, c'est pas ATCI, hein, il y a une organisation locale. On appelle ça, comment on appelle là? Non, ici c'est... Non, ici, ce qui s'est passé, c'est que Afrinic donne des autorisations, des ressources aux différents FAI dans les pays. Donc ici, il y a Orange, il y a MTN, et puis il y a Move. Est-ce que Afrinic, là, il est déjà en Côte d'Ivoire ici? C'est ce que je suis en train de dire. Il est représenté par les LIR, qui sont Orange, MTN, et puis Move. Et donc, s'ils veulent adhérer à la solution MANES, là, il va leur donner le voilà. Et ça, auprès de Afrinic, ils vont les payer leur adhésion, c'est ça? Oh, bon, pour adhérer, c'est ce qu'il dit, c'est pas payant. Donc, c'est tout simplement mettre en place les solutions MANES. D'accord. Mais derrière ces FAI aussi, il y a des sociétés, il y a des entreprises qui ont des AS. Par exemple, moi, je suis une grande entreprise, je n'ai pas besoin de passer par Orange pour aller sur tout, pour faire mes trucs. Je fais une demande à Afrinic. Afrinic me donne un AS. Donc, j'ai mes blocs d'adresse. Donc, à mon niveau, là, je peux mettre en place les solutions, cette solution, les solutions MANES. Je peux appartenir à MANES, mettre en place, implémenter cette solution. Mais tous ceux qui sont reliés à Orange, donc c'est Orange qui annonce leur réseau, eux, c'est Orange qui doit appliquer cette solution MANES là, de sorte qu'ils soient à l'abri de tout danger. MTN également doit faire de même, nous également. Ok. Merci pour la présentation. En tout cas, merci Kevin pour la présentation. C'est très bien. Ok, je vous remercie également d'avoir pris de votre temps. Maintenant, si tu peux nous envoyer aussi le PowerPoint aussi, ça va nous permettre de pour mieux, ou bien s'il y a un autre document sur le chose, au moins on pourra approfondir encore plus nos connaissances. Il n'y a pas de souci. Je vais vous partager. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, bravo. Tu mérites un applaudissement. Bon, malheureusement, mon coq n'est pas là pour m'encourager. Je suis dehors. Mais attention, on dit, il y a quand il y a des coqs chantés.